Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. 7h42 sur France Culture depuis l'attaque du 3 octobre à la préfecture de police de Paris qui a fait 4 morts. La question du signalement de la radicalisation dans les services de police et plus largement dans la fonction publique fait débat. Michaël Harpon, l'auteur de la tuerie, avait fait part de faibles signaux d'endoctrinement religieux sans que ceci ne soit rapporté de manière écrite par ses collègues. Alors pour évoquer cette question, nous sommes en compagnie d'un spécialiste de la radicalisation et de la déradicalisation, un sociologue, Gérald Bronner. Bonjour. Bonjour. Vous avez consacré un ouvrage à ce thème d'échéance de rationalité paru aux éditions Grasset. Si je vous dis détection des signaux faibles de radicalisation, quel sens cela a-t-il pour vous ? D'abord, je dois rappeler que ça ne date pas d'aujourd'hui. On a l'air de découvrir cette affaire avec en effet l'attentat de Michaël Harpon. Mais ceci dit, depuis 2014, si je ne m'abuse, il est possible de signaler pour n'importe qui sur un numéro vert, site Stop Djihadisme, quelque chose qui nous paraît relevé. Alors il y avait 9 signes à l'époque de signaux faibles qui étaient donnés. Méfiance des amis, la méfiance nouvelle de la famille, je ne vais pas vous les énumérer tous. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Donc ça, c'est pas nouveau. Il y a aussi, vous savez, la plateforme Pharos, sur laquelle vous pouvez dénoncer un certain nombre de choses que vous pouvez voir sur Internet notamment, des appels à la haine et toutes sortes de choses, du racisme, de l'homophobie, enfin, etc. Bon. Donc nous en sommes là depuis les attentats de Charlie Hebdo, les attentats évidemment du 13 novembre à Paris. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé récemment à la préfecture de police a donné une coloration tout à fait particulière au regard que nous entendons porter sur notre société. Ce regard n'est pas sans danger, pour répondre très, très exactement à votre question. Il faut quand même rappeler, et c'est ainsi que je répondrai, qu'on ne peut pas porter le même regard dans tous les endroits de la société. En d'autres termes, il ne me paraît pas scandaleux, par exemple, de s'interroger sur la façon de savoir, ou sur la question de savoir, si un individu qui a l'habilitation au niveau secret défense ne doit pas être observé avec un peu de rigueur. Et si en effet, par exemple, s'il se réjouit des attentats de Charlie Hebdo ou de n'importe quel autre attentat, il me semble qu'en effet, cette attitude doit être signalée. En revanche, je pense qu'il y a un grand danger, nous y sommes, presque, et il est temps de faire machine arrière, à mon avis, à essayer de détecter ces signaux faibles à peu près partout dans la société, dans l'université. J'apprends récemment à Cergy, même si là aussi il y a eu une machine arrière qui a été faite. Alors, que sont ces signaux faibles ? Vous avez évoqué la barbe, le fait de consulter Internet, etc. Pourquoi tout cela est extrêmement... Une partie quand même écrasante de la population, voilà. Mal rasée, consultant Internet, se refermant aux autres... Bref, toute une série de signaux qui n'ont rien de significatif. Alors, qui n'ont rien de significatif, en réalité, c'est une question un peu complexe. C'est-à-dire qu'en effet, pris séparément les uns des autres, ils n'ont rien de significatif. Et vous avez bien compris, en mentionnant votre chroniqueur, qu'il va y avoir une armée de faux positifs. Je le détaille d'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle « Une armée de faux positifs » pour parler de ce problème. Et donc, en réalité, on ne sait pas, quand on nous appelle à la vigilance, à quel type de signes déjà nous devrions être attentifs. Est-ce que c'est l'ensemble des 30 signaux ou 60 signaux? Est-ce que c'est seulement 2, 3? Et on voit bien que cela laisse toute la latitude interprétative à nos concitoyens et que dans cette latitude va se loger toute forme de vengeance, de sentiment de ressentiment, parmi lesquels il peut y avoir des signalements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le risque qui est visé, quel risque vise-t-on exactement? Dans mon esprit, c'est le risque terroriste. Il y a que le risque terroriste qui doit faire l'objet tout particulier, évidemment, de la puissance publique. Et je dois dire que ces signes ne sont ni nécessaires ni suffisants, d'après ce que l'on sait de l'activité terroriste, pour prévenir ce terrorisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une activité de renseignement toute particulière, mais je pense que ce type d'appel ouvre la porte à des situations très difficiles d'observation et qui pourraient avoir des effets liberticides. Bon, mais alors... A contrario, parce qu'on peut se dire aussi, Gérald Bronner, vous qui êtes sociologue, que l'institution cherche en quelque sorte à pallier les inconséquences qu'elle a eues dans le cas de Michaël Harpon, puisque le fait, en revanche, de se réjouir de l'attentat de Charlie Hebdo, alors là, ça ne peut pas être considéré comme un signal faible, c'est quelque chose de beaucoup plus significatif qui, normalement, dans ce contexte-là, aurait dû alerter, non ? Oui, déjà, vous voyez, le terme signal faible, signal fort,
c'est très qualitatif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est la frontière exactement. C'est déjà un problème. Oui, je pense, je le redis, sur ces questions, vous savez, il y a un danger, comme sur presque tous les sujets de société malheureusement aujourd'hui, il y a un danger de pente. C'est-à-dire, si vous en dites trop d'un côté ou de l'autre, vous tombez le bas de la pente, si je puis dire, une forme de polarisation, une forme d'interprétation abusive des événements. Il est dur de rester sur une position rationnelle, ce que je vais essayer de faire dans notre échange, mais c'est assez difficile. Donc je le redis, je crois qu'on ne peut pas mettre de la même façon les services de l'État, par exemple les services qui ont accès en effet à des informations sensibles. Je pense à la police, à la gendarmerie, je pense à l'armée, où apparemment il y a peu de cas de radicalisation qui sont signalés, notamment dans la marine, ils sont très faibles, ou par exemple dans les services pénitentiaires, où là apparemment il y a plus d'inquiétude d'après les spécialistes de ces questions. On ne peut pas comparer ces milieux sociaux, où en effet l'État doit être à mon avis très vigilant, et le reste de la société civile, et parce que le risque évidemment, ce à quoi nous pensons tous, on n'en est pas là, c'est au discours du 29 mars 1950, celui de McCarthy, qui commence à inaugurer l'idée d'une Red Scare, c'est-à-dire d'une peur rouge, avec exactement ce même argument, effectivement, il craint qu'il y ait dans le département d'État des ennemis de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, vous voyez, ça, le fait de dire on ne doit pas avoir de vigilance par rapport à cela, ce serait tomber dans l'autre pente, mais imaginez maintenant que notre œil doit scruter l'intégralité de la société civile, c'est faire prendre le risque à la France d'une Green Scare, ce qui serait pas très bon, je crois, pour l'ordre social et puis pour notre bien-être. Gérald Bronner, comment un sociologue se représente-t-il la radicalisation ? Autrement dit, est-ce qu'il y a des signaux, des indices, des mécanismes cognitifs, un certain nombre de traits de caractère qui font que un sociologue se dit qu'il a là affaire à une personne qui est en train de se radicaliser? Oui, il y a d'ailleurs des éléments qui ont été assez normalisés dans les enquêtes internationales pour parler de radicalisation. Alors évidemment, comme toujours, ces éléments sont critiqués, discutés. Je dirais que au niveau représentationnel, parce que là, on parle d'une radicalisation particulière, qui est celle de l'islam radical, et qui peut se décliner dans plein de familles différentes, entre le salafisme, disons les frères musulmans, le mouvement du tablir, etc. Il y a des déclinaisons différentes, mais on retrouve des grands thèmes. Par exemple, vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc ça ne m'a pas échappé, le conspirationnisme. Le complot est une idée qui est extrêmement présente chez les esprits radicalisés. Par exemple, quand moi j'intervenais dans le centre de Pontourny, eh bien, mes jeunes radicalisés, entre guillemets, alors le centre de Pontourny, c'était le centre qui avait été ouvert à l'époque sous Manuel Valls, Premier ministre, à la suite des attentats de Paris, bien pour essayer de prévenir des formes de radicalisation chez des jeunes gens qui avaient entre 20 et 25 ans, à qui la justice ne reprochait pas grand-chose, en l'occurrence, pour la plupart d'entre eux, mais qui étaient paradoxalement volontaires pour venir dans ce centre. Voilà, donc je me suis inscrit dans ce centre en discutant avec ces jeunes gens, en voyant ce qu'on peut faire avec eux. J'ai essayé de développer leur esprit critique, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils étaient absolument tous, ou presque, conspirationnistes. Il y a même l'un d'entre eux, vous savez, qui notait toutes les plaques d'immatriculation des gens qui se garaient devant le centre. Donc c'était un peu inquiétant. Mais alors c'est un sujet qu'on suit particulièrement sur France Culture, puisque on a un podcast mécanique du complotisme qui est justement consacré à cette manière de voir le réel. Beaucoup de gens qui sont conspirationnistes, complotistes, ne sont pas radicalisés ou en voie de l'être. Gérald Bronner. Voilà, c'est un autre signal faible cognitif ou faible ou moyen, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est un signal possible, mais qui est ni nécessaire ni suffisant. Il est souvent nécessaire, mais en tout cas, il n'est pas suffisant. Cependant, il y a beaucoup d'études qui montrent, notamment d'études de collègues hollandais, qui montrent qu'il y a un lien fort statistique entre la radicalisation politique, quelle qu'elle soit, pas seulement l'islam, et le conspirationnisme. Ça peut aller de l'un à l'autre. La radicalité politique peut vous conduire au conspirationnisme, mais la réciproque est vraie. Comment vous expliquez cela ? Alors, donc, on a vu que c'était une condition, vous diriez, nécessaire, mais pas suffisante. Pas suffisante, ça c'est sûr. Et pas toujours nécessaire, en fait, pour être tout à fait exact. Comment expliquez-vous que ces individus radicalisés soient conspirationnistes ? Est-ce que ça signifie que pour eux, le vrai sens du monde est un sens caché, et que par conséquent, eh bien, il leur faut déployer une activité qui est une activité anormale au sens ne serait-ce que statistique du terme pour tenter de faire en sorte que le vrai monde, alors là en l'occurrence pour l'islam radical, il est clairement religieux, que le vrai monde et les vrais principes de bonté triomphent. Oui, mais c'est assez simple à comprendre. En réalité, le conspirationniste vous propose, à propos d'un événement, d'un attentat par exemple, ou de l'histoire des hommes en général, une autre lecture que la lecture que nous admettons tous.
par le travail des historiens, par le travail des journalistes, etc. Bon. Et à partir du moment où ils offrent une autre lecture, cette autre lecture vous dit donc qu'il y a un complot et qu'en réalité le mal du monde est dû à certains groupes constitués. Les Illuminati, les francs-maçons, les juifs, enfin vous mettez derrière ces groupes le nom qui vous plaît, ça peut être plusieurs, la CIA, le Mossad, enfin il y a toutes sortes d'acteurs. Et à partir de là, il est tout à fait normal que vous ressentiez une profonde indignation morale. Si vous pensez par exemple que les attentats de Charlie Hebdo sont le fait des services secrets français pour augmenter la cote de popularité de François Hollande, comme ça a été une des hypothèses émises par les conspirationnistes, il est normal que vous ayez envie de retourner la table. Il est normal que vous retourniez vers des formes de radicalité politique qui en appellent à la fin de ce régime, qui en appellent à couper des têtes, qui en appellent pourquoi pas, dans le pire des cas, à se venger par l'attentat. Il y a la question donc de la représentation que ces gens-là se font du monde, et puis il y a une autre question qui est, je crois, en sociologie extrêmement discutée, c'est la question du passage à l'acte de Gérald Bronner. Et là aussi, comment savoir si on a affaire à quelqu'un qui peut être convaincu, mais convaincu en son fort intérieur, et le crime pensé, ça n'existe pas en droit français. Et quand est-ce que cette pensée très forte peut devenir une action ? C'est là tout le problème. D'abord, psychologiquement, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que vous savez qu'il y a certains terroristes qui hésitent juste avant d'agir et on ne sait pas d'où vient cette hésitation. Il y a les refusants, comme dirait mon collègue de Strasbourg qui écrit un très beau livre qui s'appelle Les refusants sur cette question, dont des gens qui ne basculent pas dans une forme de conformisme, même quand ils sont dans un groupe. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on ne détectera pas le passage à l'acte en regardant la barbe poussée, en regardant des individus qui interrompent leur pratique sportive. Surtout qu'en général, les terroristes, je vous le signale, pratiquent souvent le sport. Parce qu'une des zones de radicalisation, outre les mosquées, les librairies islamistes, c'est aussi la salle de sport. Scott Atran l'avait bien montré. Et puis, je crois que Bernard Rougier l'a rappelé récemment. Alors, par contre, il y a des études, il y a des études pointues qui sont faites, par exemple, sur l'activité bancaire d'un certain nombre d'individus. Voilà des signaux qui sont intéressants à détecter plutôt que de regarder les signaux physiques, le fait de ne pas écouter de la musique, etc. Parce que on a cru remarquer que avant que les individus se livrent à une activité terroriste, il y a des signes d'activité bancaire qui sont totalement atypiques et qui peuvent être éventuellement décryptés. Il y a des signes qu'on n'imagine pas et qui passent en dessous des radars de la dissimulation. Par exemple, le fait d'être locataire ou propriétaire est un élément qui est prédictif. Par exemple, on trouve très peu... Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est étonnant, mais on trouve très peu de propriétaires chez les gens qui passent à l'acte terroriste. Généralement, ils n'ont pas de compte d'épargne. Oui. Alors évidemment, puisqu'ils s'apprêtent à mourir, peut-être vous penserez que c'est logique. Et bien justement... C'est peut-être tout simplement la condition sociale de ces individus qui explique cela ? Alors la condition sociale, vous savez, dans la pratique terroriste est un gradient extrêmement différent. Il y a un écart type très fort. On a en France un profil qui ne correspond pas forcément, en France et en Belgique, c'est-à-dire des individus qui viennent de quartiers plutôt sensibles, de milieux pauvres, avec quelquefois un passé de délinquance. Ça ne correspond pas au profil du terrorisme international, même islamiste, qu'on avait chez Al-Qaïda, par exemple, ou chez les gens qui se sont inscrits dans l'armée de Daesh. Donc tout cela est très compliqué. Et il y a d'autres signes, si vous voulez qu'on parle un peu de détails un peu techniques, qui sont intéressant, une promesse de la recherche aujourd'hui. C'est pour ça, je pense vraiment sur ces questions, il faut investir dans la recherche plutôt que d'appeler tous nos concitoyens à se dénoncer les uns les autres. Je pense que ça va créer vraiment un climat délétère qui m'inquiète beaucoup. J'espère qu'on va faire marche arrière sur ces questions. Mais par exemple, on sait que les gens qui sont radicalisés ont des défauts de métacognition. C'est-à-dire, excusez-moi d'utiliser un gros mot, mais je le définis, la métacognition, c'est la conscience que j'ai de mes propres processus inférentiels, de raisonnement, etc. Et il y a des tests qui montrent qu'il y a un lien fort entre des défauts de métacognition, c'est-à-dire la conscience que j'ai de ma propre erreur, par exemple la confiance que je peux avoir dans mon erreur, et le fait de ne pas accepter quand je dis, voilà, là tu t'es trompé dans telle ou telle tâche, cette réponse. Et je parle de tâches tout à fait neutres politiquement. Il s'agit par exemple de détection de tâches lumineuses, du nombre de tâches lumineuses qui apparaissent sur un écran. Donc ce type de test passe pour l'instant en dessous des radars de la détection et de la dissimulation, ce qu'on appelle la taquilla, parce qu'il est évident qu'un certain nombre de terroristes, on le sait, allaient en boîte de nuit, buvaient de l'alcool. Alors on peut supposer qu'ils le faisaient aussi pour passer sous les radars des services de renseignement, n'est-ce pas ? Donc ceux qui passent vraiment à l'acte, il y a plusieurs types, mais il y a les gens qui sont très organisés, qui eux savent dissimuler ces signaux faibles. Jeudi, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a été auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors, lui aussi a listé ces signaux faibles. Et il y a également dans sa déposition quelque chose, évidemment, qui faisait frémir, le fait qu'il y a apparemment
quelques fonctionnaires de police qui sont aujourd'hui soupçonnés de radicalisation, dont certains d'ailleurs, a-t-il admis, ont été mis à l'écart de leurs fonctions. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un lien entre ces fonctions qui peuvent être des métiers où on manie des armes, bref, où il y a une attirance pour un certain nombre de gestes violents? Est-ce que ça ne peut pas aussi représenter un facteur supplémentaire, Gérald Bronner? Oui, il pourrait y avoir un effet de recrutement, un effet de stratégie de groupes djihadistes pour pénétrer l'État. C'est pour ça qu'en même temps, il ne faut pas ridiculiser l'effort de l'État, le regard de l'État vers ce danger-là. Mais où la dimension psychologique, c'est-à-dire le fait que finalement, certaines personnes qui sont attirées par les métiers des armes peuvent être aussi des personnes plutôt violentes ou plutôt censé, en tout cas, pouvoir le devenir dans certains contextes. Il y a la première interprétation que je vous proposais, un effet de recrutement. Il y a la deuxième qui n'est pas du tout contradictoire, qui est concurrente, c'est-à-dire on a une appétence pour l'ordre, pour le pouvoir aussi, parce qu'être policier, c'est avoir du pouvoir, pour le fait de posséder des armes. Et à ce moment-là, on peut rencontrer dans son parcours personnel des sollicitations intellectuelles comme le djihadisme ou autre chose. C'est une possibilité aussi. L'une n'exclut pas l'autre. Et il est évident qu'il faut regarder ça avec attention. Pour l'instant, d'après ce que je sais, il n'y a pas de stratégie pour l'instant délibérée, en tout cas officielle, de ces groupes djihadistes d'infiltration de la police, etc. Mais il est possible que ça le soit. Par contre, il y a des incitations à faire des études. On incite ceux qui veulent se tourner vers un islam très, très offensif, on va dire, voire guerrier, à faire des études pour être plus efficaces. On sait que Daesh, notamment, contrairement à Al-Qaïda, faisait des fiches, n'est-ce pas, de recrutement pour faire une sorte de management du terrorisme. Donc on demandait aux gens qu'est-ce que savez-vous faire. Si vous saviez faire de la chimie, par exemple, on n'allait pas forcément vous envoyer sur le front. Vous voyez, on se disait il y a peut-être un meilleur usage à faire de vos compétences. Puis on demandait aussi aux gens qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez travailler dans l'administration de Daesh? Est-ce que vous voulez aller au front? Est-ce que vous voulez faire du human bombing, c'est-à-dire de l'attentat à la bombe? Donc il y avait une sorte de gestion managériale et des ambitions et des compétences. Et il est évident qu'un groupe organisé, quel qu'il soit, a ce genre d'objectif en tête. Mais les islamistes radicaux ne sont pas les seuls. Il y a des sectes, par ailleurs, qui essayent de faire cela, on le sait. La scientologie, etc. C'est assez documenté. Et on parle à un moment où la Miviludes va être dissoute, nous dit-on. Donc je pense que c'est là aussi c'est pas un signal faible. Diluée, voilà, dans le CIPDR. Là, c'est pas un C'est-à-dire signal, qu'en fait, la Miviludes va devenir une branche d'une lutte plus globale contre la radicalisation. En tout cas, c'est comme ça qu'est justifié. Oui, avec une dissolution, là c'est clair, du nombre de fonctionnaires qui y travailleront et donc du nombre d'efforts possibles. Et là c'est dommage parce qu'on avait avec la Miviludes, n'est-ce pas, un tamis avec une collaboration avec des associations de terrain qui faisaient un très beau travail. Gérald Bronner, Déchéance de rationalité, c'est votre ouvrage publié aux éditions Grasset. Dans quelques instants, on va évoquer justement cette généralisation d'une société de surveillance. Vous serez rejoint par une philosophe et psychanalyste, Hélène Leuillet. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Va-t-on vers une société de surveillance? Alors le contexte, c'est celui de cet attentat du 3 octobre à la préfecture de police qui a fait 4 morts. La question du signalement de la radicalisation dans les services de police et plus largement dans la fonction publique fait débat depuis, puisque Mickaël Harpon, l'auteur de la tuerie, avait fait part, par exemple, de sa joie lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Puis, il y a eu un appel du président de la République à former, je le cite, une société de la vigilance après cette tuerie, donc, à la préfecture de police de Paris. Comment peut-on détecter une radicalisation religieuse? Une société de vigilance est-elle souhaitable? Nous en avons parlé avec Gérald Bronner, qui est dans ce studio. Vous êtes professeur de sociologie et vous avez publié Déchéance de rationalité aux éditions Grasset. Et puis, nous accueillons Hélène Leuillet. Bonjour, vous êtes philosophe, psychanalyste, maîtresse de conférences en philosophie politique et éthique à Sorbonne Université. Pour vous, qu'est-ce qu'un signal de radicalisation, Hélène Leuillet? Alors, ça me pose énormément de problèmes. L'expression même me pose des problèmes parce que, je veux dire, dans une société démocratique, comme est censée être la nôtre, ce qui pose problème, c'est le passage à l'acte. Et d'ailleurs, pas seulement le passage à l'acte des radicalisés djihadistes, mais par exemple le passage à l'acte des radicalisés d'extrême droite. Enfin, on a vu récemment en Allemagne, mais il y a eu aussi beaucoup de faits en France. Oui, c'est important effectivement de souligner qu'il y a eu un certain nombre d'attentats commis par l'extrême droite, un attentat antisémite à Halle. Absolument, récemment.
Et donc, voilà, je veux dire, le problème, c'est le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, eh bien, on ne peut pas le détecter par des signaux. On peut mettre toutes les caméras qu'on voudra partout, on pourra traiter les données par le numérique, faire des profils à risque, on n'arrivera jamais à détecter de cette manière un passage à l'acte. On n'aura toujours que des comportements, mais de savoir le point où s'en trouve un sujet, savoir s'il va basculer dans l'acte ou pas, qui est quand même la seule chose qui importe, pas trop de gens qui soient tués ou agressés, eh bien, ceci, on ne peut pas le détecter par un comportement, par la surveillance des comportements. Mais alors, autre chose qu'il faut. Hélène Leuillat, justement, vous êtes psychanalyste, il y a eu beaucoup de travaux en psychosociologie. Alors, on pense par exemple à un ouvrage classique, La personnalité autoritaire d'Adorno et Horkheimer. C'est un livre qui a été écrit dans l'immédiat après-guerre. Il s'agissait de savoir finalement s'il y avait une patte humaine qui pouvait faire d'un être humain un nazi. Depuis, on est revenu en partie sur ces considérations. Mais pour vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus enclins que d'autres à commettre des attentats? Il y a des structures psychiques, effectivement. Ça, je dirais, Horkheimer et Adorno avaient cette culture psychanalytique de l'école de Francfort, de la théorie critique, la psychanalyse a beaucoup changé depuis eux, mais enfin, c'était leur référence, c'est-à-dire, je dirais, pour pas entrer dans des querelles trop techniques, mais une approche structurale, c'est-à-dire à partir du langage et pas à partir de ce qu'on voit. C'est à partir de ce qu'on entend, de ce qu'on perçoit par la façon dont les gens parlent, que l'on peut avoir cela. Ce que faisait Lacan à Sainte-Anne, ce qu'ont fait les élèves de Lacan, comme le docteur Tchermak à Sainte-Anne, qui a formé pas mal d'élèves. Et ces gens-là sont capables de dire, en écoutant quelqu'un, si par exemple il est capable d'être habilité au secret. Enfin, c'est pas tellement évident, on parle de Michael Harpon, d'être habilité au secret. Il y a des sujets pour lesquels c'est impossible, il y a des structures psychiques pour lesquelles c'est impossible. Lesquelles ? Ça peut faire déraper. Par exemple, dans la psychose, se voir dépositaire d'un secret, ça peut faire déraper complètement quelqu'un et le faire basculer dans quelque chose qui, parce que le secret n'est pas symbolisable, est de l'ordre de l'acte. Qu'est-ce que ça veut dire, pas symbolisable ? Ça veut dire que le sujet ne peut pas répondre avec des mots. Vous voyez, la plupart du temps, il nous arrive quelque chose. Bon, vous évoquiez tout à l'heure la manifestation d'hier. On peut la manifestation des pompiers, des gaz lacrymogènes, etc. On peut tous échanger nos expériences à ce propos. Et donc, il y a quelque chose qui est tout à fait symbolisable. On y met du mot, on y met du langage. En revanche, si vous êtes dépositaire d'un secret, par exemple d'un secret d'État, vous pouvez vraiment en parler à personne. Il y a quelque chose d'extra... Et si là, vous, dans votre intériorité personnelle, vous ne pouvez pas vous en arranger de ce truc-là, eh bien, la solution, c'est l'acte. Et justement, Hélène Leuillat, en tant que psychanalyste, on a un peu l'impression que lorsqu'on retrouve les témoignages des voisins, des amis, et lorsqu'il s'agit d'un terroriste qui est passé à l'acte, on décrit quelqu'un de doux, de sympathique, un voisin aidant. Pourquoi ? C'est ça, parce que sur le plan du comportement, on ne peut absolument rien décider. Je vous dis, on peut mettre toutes les caméras qu'on voudra, on peut mettre tous les voisins en état de vigilance absolue, de regarder bien vos voisins. On n'aura toujours que des comportements. Et alors là, on se trompera toujours, parce que dans les comportements, vous aurez des farfelus, vous aurez des gens qui sont tellement angoissés qu'ils vont faire tout ce qu'il ne faut pas, et donc ils vont être suspectés alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Et puis, en revanche, celui qui veut passer à l'acte, alors il y a un moment où lui, il entre dans le secret. Et ça, on l'a bien vu avec tous les terroristes, les grands terroristes qui sont passés à l'acte. Évidemment, ils ne se mettaient pas à aller ostensiblement à la mosquée aux heures de prière, ni à porter la barre, ou je ne sais plus, je reprends les exemples de la fiche qui avait été distribuée à Cergy-Pontoise. Évidemment, ils ne vont pas utiliser ces signaux-là. Donc le comportement, il ne sert à rien pour détecter véritablement un risque de passage à l'acte. Gérald Bronner, qu'en pensez-vous en tant que sociologue ? Je mettrais quand même un peu un hiatus, parce qu'en réalité, heureusement qu'on est capable de détecter le passage à l'acte dans certains cas, sinon on n'arriverait pas à empêcher un certain nombre d'attentats. Alors évidemment, l'empêchement de ces attentats est presque invisible socialement. On en parle de temps en temps dans la presse, parfois on n'en parle pas, et quand on en parle, on oublie bien vite, parce que heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais il y a eu sur le territoire français, ces derniers mois, ces dernières années,
plusieurs attentats. Mais avec quel mode de détection ? Islamiste ou d'extrême droite d'ailleurs. Avec les modes de détection des services de renseignement, n'est-ce pas ? C'est-à-dire... Alors là, on n'est pas un psychosociologie du coup. Absolument pas. Absolument pas du comportement. Mais bien sûr que si quand même. C'est-à-dire c'est la fréquentation de certains lieux, c'est un certain nombre de... C'est des écoutes, donc des déclarations verbales sur certains sujets qui indiquent potentiellement le passage à l'acte, sachant que ces conversations ont parfois souvent lieu maintenant sur des sites cryptés comme Telegram, etc. Donc ça pose un problème de surveillance. Alors ensuite, sur la question des voisins et de l'étonnement, je crois que ça dit aussi le fait que nous avons une mauvaise représentation de la radicalité et de l'extrémisme en général, c'est-à-dire que nous avons tendance intuitivement à psychiatriser ces attitudes, et c'est vrai que la psychiatrie a son mot à dire pour une partie de ces dérapages, on en voit quelques exemples, mais j'insiste sur le fait de dire que la pensée extrême, la radicalité, ne doit pas tout à la psychiatrie, loin de là, et que malheureusement, l'histoire l'a montré très indépendamment de l'islamisme radical, il y a des hommes ordinaires qui peuvent basculer dans le fanatisme. Oui, alors ça, je rebondis là-dessus, bien entendu, c'est vrai. Ce que nous apprend la clinique du passage à l'acte, je me suis peut-être mal exprimée tout à l'heure, j'étais un peu rapide, c'est la logique du passage à l'acte, et la psychose est un enseignement formidable pour cela. Et Michael Harpon, semble aussi, on ne sait pas trop encore pour l'instant, mais enfin sa femme donnait des indications allant dans ce sens. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord, qu'il avait eu des moments de délire la veille, etc. Bon, on ne sait pas, pour l'instant, il faut savoir aussi dire qu'on ne sait pas pour l'instant ce qu'il en est vraiment de ce sujet-là. Maintenant, je suis bien entendu d'accord absolument avec vous. Il ne s'agit pas du tout de psychiatriser les djihadistes. Ils sont dans une structure qui est parfaitement normale la plupart du temps. Simplement, ils sont pris dans quelque chose qui induit cela et qui les met en état de non-symbolisation ou de ne pas vouloir, de refuser à un certain moment d'entrer dans le jeu du langage. Et alors donc ça me permet de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est que l'activité de police, elle est pas seulement comportementale. L'activité du renseignement, il ne peut pas être seulement comportemental. Vous le dites vous-même, il y a des lieux. Alors évidemment, on va aller voir dans ces lieux ce qui se passe. Mais ensuite, même à Lunel, tout le monde n'est pas parti en Syrie. Heureusement. Voilà. Donc, ça signifie que pour avoir les bonnes targets, si je puis dire... Les bonnes cibles. Il faut autre chose. Par exemple, écouter les conversations. Et ça, je veux dire, les officiers de renseignement sont parfaitement formés à ça, où spontanément, ils entendent autre chose. Le comportement ne suffit pas non plus. Mais d'ailleurs, on sait très bien que pour moi, un comportement, j'entends que c'est un faisceau d'indices, de probabilités, qui vous assure jamais, à coup sûr, que la personne va passer à l'acte, mais qui justifie la puissance publique, parce que pour observer quelqu'un, pour les renseignements, il faut à peu près 20 fonctionnaires de police. Donc c'est un coût énorme. Et il y a bien ça, il faut le dire aussi, un problème de gestion économique de ces questions. Vous savez que j'ai évoqué tout à l'heure le fichier du FSPRT, c'est-à-dire le fichier, si vous voulez, des signalements par le numéro vert que j'évoquais. Il y a plus de 20 000 personnes sur ce fichier. Et il y a 4 000 personnes en spectre haut. Donc il est évident que la puissance publique n'a pas le pouvoir de surveiller comme il le faudrait peut-être ces personnes. Et donc, il y a des choix. Ils administrent des choix, les services de renseignement, en fonction tout de même de comportements, de verbalisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à l'inconscient de ces personnes. Mais Hélène Leuillet, il faudrait quand même défendre la psychanalyse. Oui. Je compte sur vous pour le faire. C'est-à-dire parler de la banalité du mal. Bon, on connaît l'expression. Elle est peut-être aujourd'hui un peu galvaudée. On se dit malgré tout que pour se livrer à un attentat sanglant, il y a en tout cas une chose qui est certaine, c'est déjà qu'on n'a pas affaire à une banalité statistique, encore moins évidemment à une banalité morale. Mais ça, c'était pas ce que voulait dire Arendt. En psychanalyse, quel profil, comment décririez-vous les gens qui commettent ce type de crime ? Alors là, quand même, une généralité, c'est justement, là, je serai en contradiction avec moi-même en généralisant, parce que je pense qu'il y a effectivement des données subjectives qui peuvent pas être généralisables, mais on se rend compte quand même que pour les jeunes qui sont partis en Syrie, il y a eu quelque chose toujours à un moment donné comme un appel. Moi, j'ai beaucoup parlé de l'ennui, ça énerve quand on dit ça, parce que on dit mais l'ennui c'est rien, c'est banal, c'est quoi, c'est des caprices. Pas du tout. Il y a aujourd'hui quelque chose justement qui est très difficile à accepter, je reprends mon terme de tout à l'heure, à symboliser de ce côté. L'ennui. Oui, l'ennui. Et qui Parce que tous les jeunes disent qu'ils s'ennuient. Absolument, presque toujours. Reprenez sur des échantillons empiriques autour de moi, ils s'ennuient souvent. Ils s'ennuient, mais ça n'a rien à voir. À partir du moment où ils s'en plaignent comme ça n'a rien à voir. Mais justement, de toute façon, c'est ce que vous disiez, il y a une banalité. Il ne faut pas aller chercher dans des choses forcément extraordinaires, mais une banalité de régime qui, à un moment donné,
est une rencontre avec quelque chose qui semble un appel, c'est-à-dire presque tous y disent « j'ai rencontré cela et ça a été une révélation ». Et ça marche aussi bien pour l'extrême droite que pour le djihadisme. Gérald Bronner, sur l'extrême droite, parce qu'on a parlé des signaux de détection pour l'islamisme, il y a eu des attentats meurtriers commis par l'extrême droite, certains avec des justifications assez élaborées. Bah oui, prenez par exemple, parmi tant d'autres, l'attentat de Christchurch, produit manifestement par l'extrême droite, où beaucoup de musulmans sont morts, enfin des dizaines, y compris des enfants, etc., avec une personne qui se filme, et on retrouve une sorte de testament intellectuel, c'est-à-dire un manifeste véritablement qui s'appelait, je le traduis, c'est pas dur, le grand remplacement, n'est-ce pas ? Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup pour se rappeler que cette thèse peut être fortement conspirationniste. C'est même lui qui le dit quand on lit son manifeste, même s'il a été retiré d'Internet assez rapidement. On en a de larges extraits. Cette personne passait son temps sur Internet et disait qu'elle trouvait la vérité là et non pas dans le discours des médias ou des politiques, etc. Donc on est tout à fait dans le profil que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le conspirationnisme qui ne devient pas nécessairement, mais qui peut devenir un acte meurtrier. Et donc, ce qui m'a intéressé dans mes travaux, souvent, c'est de voir le fait que la radicalisation, c'est le mélange entre des invariants mentaux et des variables sociales. C'est-à-dire chaque radicalisation a ses spécificités, mais il y a quand même des socles cognitifs assez communs. Et alors, est-ce que vous diriez, par exemple, que certaines idées tuent ? Par exemple, que l'idée de grand remplacement est une idée potentiellement meurtrière. Alors, potentiellement, il faut être très, très... Là aussi, on est dans des conditions nécessaires mais non suffisantes, faibles. Il n'y a aucune idée qui tue nécessairement, mais certaines tuent plus probablement. Par exemple, en effet, le grand remplacement, le racisme, l'idée qu'on est spolié, le fait d'être dépossédé de ce qu'on croit avoir droit. Par exemple, le millénarisme aussi, la crainte qu'il y ait une fin des temps bientôt peut vous donner envie de l'accélérer. Je pense à la secte Aum, par exemple, l'attaque au gaz sarin de Tokyo, Evans Gate, l'ordre du temple solaire, bien entendu, etc. Donc voilà. Différentes sectes. Et absolument. Et ça, ce sont des idées qui peuvent être meurtrières, mais si tous les millénarismes étaient à tuer tout le monde, ce serait l'apocalypse. Hélène Leuillet. Je pense que l'idée ne suffit jamais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut quelque chose pour qu'il y ait un acte de pulsionnel. C'est-à-dire c'est le moment où la haine s'empare du psychisme et où les pulsions se désintriguent. C'est-à-dire que la haine paraît une solution. C'est ça qui est la révélation dans les idées radicales, c'est qu'on bascule du côté de la haine. Et là, la haine, il faut le dire, c'est un renoncement au langage. C'est une forme de réduction du langage où il semble que ce soit l'acte qui soit là, le prolongement inéluctable de la haine. Et ça, on le retrouve dans tous les processus de radicalisation. Vous savez, l'ennui, c'est déjà de la haine. Étymologiquement, c'est prendre quelque chose en haine, se prendre en haine, c'est-à-dire n'être plus que haine. Et ça, c'est autre chose que les idées, parce que si on en reste aux idées, on peut débattre. Là, on peut ne pas être d'accord, on débat. Avec Gérald Bronner, on ne va pas se tuer tout à l'heure. Non, on discute. Je l'espère. Mais alors, Donc les idées, c'est pas la radicalisation. Et à contrario, dans les processus de déradicalisation, Gérald Bronner, ce que vous avez évoqué dans Déchéance de rationalité, alors qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire verbaliser ces gens ? Qu'est-ce qui peut être fait ? D'abord, j'aime pas le terme déradicalisation, je préfère le dire tout de suite, mais je le redis à chaque fois, je ne crois pas à la déradicalisation. Par contre, ce qu'on peut faire, en effet, ce que j'ai essayé de faire, ce que j'essaye de faire encore aujourd'hui, parce que j'étais à Aix en prison lundi, il y a 2 jours, sur ces questions, c'est de stimuler un peu ce que j'appellerais l'esprit critique. Alors évidemment, si la radicalisation, ce ne sont pas des objets cognitifs, disons, de raisonnement, si ça ne peut pas être verbalisé, mais que ce ne sont que des pulsions, alors là, moi, je ne sais pas, je sors vite de mon domaine de compétences, mais j'en me remets à d'autres, parce qu'en général, c'est ce genre d'antenne où il y a aussi des psychiatres qui travaillent, etc. Moi, je n'ai pas toutes les compétences. Ce que je peux faire, moi, c'est essayer de revenir avec ces individus sur un certain nombre de modes de raisonnement qui peuvent potentiellement, encore une fois, comme on l'a dit, conduire à des formes d'adhésion inconditionnelle à une idée fixe. Par exemple, la mauvaise perception du hasard, le fait de ne pas comprendre les phénomènes aléatoires, peut vous conduire à, par exemple, croire qu'on a des appels, croire que le monde vous envoie des signes, et rationaliser ces signes, effectivement, comme une mise en demeure d'agir, par exemple, d'un point de vue terroriste. Alors, Hélène Leuillet, il y a consensus, en tout cas, entre vous deux, pour dire que, évidemment, la surveillance qui ne laisserait passer aucun comportement dangereux est un objectif inaccessible. Pour vous qui êtes psychanalyste, est-ce qu'une société de surveillance, est-ce qu'une société de vigilance, ça ne relève pas aussi d'autres pulsions chez celui qui surveille ? Ah, bien entendu, ça suscite la perversion ordinaire, si je puis dire. Là, même pas forcément la perversion clinique, mais la perversion ordinaire.
C'est-à-dire qu'on est dans une société où l'avidité de l'œil, en quelque sorte, parce que l'œil, c'est un sens très avide, enfin, que c'est celui qui va le plus loin. Et il y a une sorte de gourmandise de l'œil, qui, évidemment, est à son comble dans le voyeurisme, dans la perversion voyeuriste ou bien exhibitionniste, mais qui peut être tout à fait sollicité chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si on met quelqu'un devant une caméra tout le temps, il est sûr que les moments justement où il s'ennuie, où il n'est pas concentré, il va avoir envie de voir un peu plus, et de voir les secrets, de voir le cachet. Donc ça suscite évidemment une perversion. C'est pour ça que du côté de l'écoute et du côté du langage, il y a un petit peu moins d'attirance pour la perversion. Il peut y en avoir, mais en général c'est plus ardu. C'est pour ça que je tiens à dire que les services de renseignement ne font pas que voir. Ils entendent aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être pervers pour faire du renseignement, parce que sinon on est perdu, on est planté. Donc voilà, et je rebondis quand même sur ce que disait tout à l'heure mon collègue, c'est que bien entendu, ce qu'il fait en prison, c'est du langage. Donc de toute façon, ça mord sur les pulsions, parce que la pulsion est accessible au langage. C'est qu'à partir du moment où on intéresse quelqu'un même à ses propres idées, finalement, le passage à l'acte, en prison, de toute façon, il n'y a pas tellement de choix, mais quand même, la tentation du passage à l'acte peut réduire. Si on s'intéresse à ses idées, si on s'intéresse au langage, si on s'intéresse aux mots, finalement, la tentation de l'acte, elle peut être déjouée. Mais alors, ce que le président de la République a dit en appelant à une société de la vigilance, et il y a quand même un fait qui est d'ailleurs un fait répertorié en philosophie. Enfin, je pense notamment à la Boétie et à la servitude volontaire, lui qui explique que bien souvent, ces mécanismes qui nous font peur, on aurait la faculté évidente de les démonter si nous étions solidaires. Est-ce que c'est aussi déraisonnable que cela d'appeler à une société de la vigilance, Gérald Bronner ? Je pense que ça pourrait l'être. Effectivement, il faudrait lui demander de s'expliquer un peu plus sur ces termes, mais tout simplement parce que s'il y peut y avoir, même en étant très optimiste, des aspects positifs à cela, parce que peut-être qu'en effet, certains types de violences pourraient être empêchés, on ne voit, et ça c'est un des problèmes en général du cerveau humain aussi, on ne voit pas tous les effets contre-productifs, c'est-à-dire ce que les économistes appelleraient une externalité négative, des effets pervers que cela occasionnerait. Mais ceci dit, très au-delà de la question de la surveillance, de l'islamisme potentiel des signaux faibles, nous sommes d'ores et déjà rentrés dans une société de surveillance réciproque. On est dans une société un peu panoptique, et c'était au cœur, il faudrait le dire, quasiment du projet démocratique. Ça peut sembler paradoxal, mais quand vous lisez les grands textes des orateurs de la République, Anaxarchis Cloutes par exemple, il en appelle à une surveillance permanente du pouvoir politique par le peuple. Et vous voyez qu'au cœur même de la naissance de la démocratie, il y a l'idée d'une trahison potentielle. Et ce qui incite cette vigilance et ce regard, c'est le thème de la trahison. Là, ici, on a la trahison de la nation par un certain nombre d'individus qui seraient infiltrés, etc., et qui peuvent l'être. C'est pour ça que je vous disais que ce sont des questions de pente. Il faut faire très attention de ne pas basculer dans une pente en disant il faut aucune surveillance, parce que, etc., et dans l'autre, appeler une société de surveillance totale. Nous y sommes déjà, mais nous ne sommes pas non plus en Chine. Il faut rappeler qu'il y a des dystopies qui sont déjà à l'œuvre dans le monde. Mais alors, la crainte de certains, alors je pense par exemple à une tribune signée par 90 personnalités, dont l'acteur Omar Sy, c'est bien entendu d'établir une continuité, une sorte de logique entre cette détection des signaux faibles qui elle-même est une forme très faible et ça c'est quelque chose de beaucoup plus concret, la haine des musulmans. Est-ce que ça n'est pas le risque principal, Hélène Leuillet ? Oui, tout à fait, la haine des musulmans et puis la haine de tous les comportements dissidents. Enfin, vous voyez... 1984, effectivement, dans cette vigilance, en toute dissidence peut être traquée. Et on voit très bien qu'alors, du coup, un zadiste, par exemple, qui fait de mal à personne, qui n'appelle pas au meurtre, peut être tout aussi soupçonné que le comportement de quelqu'un qui serait prêt à passer à l'acte. Je pense qu'effectivement, là, si je reviens à ça, la déclaration d'Édouard Philippe, s'il s'agit d'actes, comme on a vu dans le Thalys, quelqu'un est victime d'un acte, et les spectateurs autour se mobilisent et agissent, là, on a des actes de solidarité, mais ce n'est pas de la vigilance. La société de vigilance, oui, elle a existé dans l'ex-RDA. Alors, vous avez raison de rappeler que Bentham aussi disait, c'est pas seulement le panoptique, le panoptique, c'est pas seulement... Le philosophe Jérémy Bentham, qui imaginait un mécanisme de surveillance... Dans d'une prison modèle, mais c'est aussi la société. Cela dit, il y a un glissement, vous voyez, entre être solidaire pour défendre quelqu'un qui est victime
et surveillé, là, il y a un hiatus et tous les dangers sont possibles, effectivement, de stigmatiser et de considérer comme dangereux tout acte de dissidence, d'opposition, toute pensée alternative et tout ce qui, sur le plan comportemental, apparaîtrait comme le comportement qui ne serait pas le bon dans une société. Gérald Bronner. Et puis il y a un autre danger qui est appelé une vigilance permanente, c'est de baisser sa vigilance sur des endroits qui méritent d'être regardés, justement pour ne pas tomber dans l'autre bord. Il y a des endroits dans la République où en effet il y a un prosélytisme islamique qui mérite d'être surveillé, voire combattu. Je crois que Bernard Rougier va sortir en janvier aux Presses universitaires de France un livre sur cette question. Je pense aux travaux de Gilles Kepel, bien entendu, d'Hugo Micheron, qui va aussi publier, qui a beaucoup travaillé dans les prisons et qui va publier quelque chose là-dessus. Donc il ne faut pas être ni angéliste, ni évidemment amalgamiste. Bref, il faut essayer de traiter les choses avec un peu de rationalité. Gérald Bronner, Déchéance de rationalité, c'est votre livre paru aux éditions Grasset. Vous restez avec nous, ainsi qu'Hélène Leuillet, philosophe, psychanalyste et maîtresse de conférences en philosophie politique à Sorbonne Université.